Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui pour notre 13e édition de Femmes Ouvésir. Nous le disons dès le début, nous remercions vraiment Zouk TV, nous remercions toute l'équipe des techniciens et des techniciennes de Zouk TV de nous permettre de discuter de la question des droits des femmes, des luttes à mener, des droits encore à défendre. Alors avant de commencer, nous allons présenter les deux copines qui sont là, les deux femmes qui sont là de Culture Égalité, de l'association féministe Culture Égalité, qui sont avec nous aujourd'hui pour présenter cette émission un peu spéciale autour du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, et aussi sur la question du féminisme. Alors il y a Géraldine de Touré qui est avec nous, et Géraldine, elle fait quoi dans la vie, Géraldine? Oui, parce qu'on s'est dit que c'était ça aussi, oui. Il faut quand même qu'on se présente un peu plus que d'habitude. Donc, je suis Géraldine de Touré et moi je suis formatrice en fait indépendante, donc formatrice en genre et développement avec Culture Égalité. Donc j'anime avec certaines de mes camarades ici présentes des formations au sein des institutions et des entreprises, mais également je suis formatrice en gestion de conflits et en communication. Voilà. Très bien. Et Sylvie Javaloyès, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sylvie? Eh bien, moi, je suis comptable dans une société de location de voitures, dans une petite entreprise de 8 salariés, où, pour le coup, nous sommes 4 hommes, 4 femmes. Mais la parité n'existe pas en réalité, parce que 4 femmes en administratif, 4 hommes au technique. C'est la répartition, c'est la mixité, mais la répartition est parfaitement représentative de nos rôles dans la société. Voilà. Alors, aujourd'hui... Mais Georges... Oui. Ah, oui, moi... Georges, tu fais quoi? Moi, je suis psychologue de formation. J'ai été jusqu'au 31 décembre 2015 conseillère d'orientation et directrice du centre d'information et d'orientation. Et là maintenant, je suis militante à temps plein, mais vraiment à temps plein, à Culture Égalité. C'est vrai que je ne me plains pas, je fais ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire, et je le fais avec beaucoup d'enthousiasme, de joie et de la passion, comme on me connaît un peu. Et en nous battant. Je n'ai rien dit. Voilà. Donc, alors, avant de commencer cette émission sur le 8 mars et sur la question du féminisme, nous souhaitons aussi quand même rendre hommage à Jeanne Léraud, qui aurait eu 100 ans en février, le 6 février 2016. Alors, qui est Jeanne Léraud? Jeanne Léraud, c'est cette femme qui est à l'origine de l'Union des femmes de la Martinique, qui était une femme du Parti communiste martiniquais, qui au moment des élections du droit de vote des femmes, vous savez qu'il y a eu le droit de vote des femmes, c'est en 1944, et on a créé dans toutes les colonies françaises la section française de l'Union des femmes. Alors en Martinique, comme au Vietnam, au Maroc, en Tunisie, il y a eu une section de l'Union des femmes françaises, il y a eu une section en Martinique. Et Jeanne Léraud, c'était une militante des droits des femmes, une militante engagée, qui a, avec d'autres femmes, ont créé cette association que tout le monde connaît, l'Union des femmes de la Martinique. Et elle est morte assez jeune, une cinquantaine d'années, une quarantaine d'années, assez tragiquement. Donc on veut lui rendre hommage parce que son combat a été les premières pierres de la défense des droits des femmes dans ce pays, et avec d'autres femmes comme Solange Fille-Duval et Yvette Mauvois, Madame de Montaigne, et enfin plein d'autres femmes. Alors nous avons voulu saluer sa mémoire. Voilà. Donc le 8 mars, cette journée, est-ce qu'elle a encore droit de citer aujourd'hui? Malheureusement, oui. Oui. Parce que... Alors, déjà, nous disons, journée de lutte pour le droit des femmes. Ouais. Pour le droit des femmes et non la journée de la femme. Oui, ça c'est important de le répéter et de le et d'insister surtout. Oui, c'est ni la fête des mères, ni la Saint-Valentin. On ne veut pas de fleurs. Et pourquoi? Parce que tout à l'heure, dans une autre émission, on me disait que c'était un détail. Pourquoi c'est pas un détail? Tu veux répondre ou je réponds? Mais c'est nous ramener toujours au même rôle en fait. À celle à qui on fait des cadeaux, on nous caresse dans le sens du poil, mais surtout on reste bien à notre place, bien sage et bien gentille. D'où on veut sortir. Mais il y a un... Enfin, je veux dire, moi je veux bien, quand j'entends, quand nous entendons que le combat des femmes, c'est acquis, ça y est, c'est l'égalité, il y a des femmes politiques. Alors prenons par exemple la politique. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment avec l'Assemblée unique? Je vous ferai remarquer, comme vous le savez toutes, comme il suffit de regarder un petit peu, et on se rend compte que les postes
ses responsabilités. Les présidents de commission, etc., ce sont des présidents et pas des présidentes. Donc ça veut dire que même s'il y a une parité dans les faits, dans la réalité, les décisions sont encore une fois prises par les hommes, que les femmes continuent à gagner 25% de moins que les hommes, que le fait d'être une femme fait que j'ai plus de chances de me faire tuer, de me faire violer, que j'ai plus de chances d'être pauvre en Martinique comme ailleurs. Donc ça veut dire que le combat continue. Et continue d'autant plus que, de façon générale, en période de crise, on a une tendance à vouloir revenir en arrière et à le bon vieux temps où maman était au fourneau, papa lisait le journal. C'est une espèce de vision d'image d'Épinal et ça se sent dans la législation. Maintenant, pour accéder à la contraception, eh ben, faut payer très cher. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas avoir des poils verts qui vous poussent, des poils au menton, enfin avoir une pilule qui ne vous rend pas malade, qui ne va pas vous donner de cancer du sein, eh ben, ça coûte très cher. Que l'accès de façon générale aux soins pour les femmes est cher. Que quand les femmes disent « excusez-moi, mais les serviettes périodiques, les tampons, c'est des choses dont je ne peux pas me passer dans ma vie, il n'est pas normal que je paye une taxe comme si je payais un produit de luxe, comme si j'achetais du luxe », on nous dit non. C'est-à-dire qu'il y a quand même, de façon générale, un raidissement de la société, et on le voit dans le dernier ministère, comme qu'on appelle entre nous, pour rigoler, le ministère de la ménagère, le secrétariat d'État, le regroupement, aux droits des femmes, de la famille, de l'enfant et des droits des femmes. Et des droits des femmes. Il ne manquerait plus que ce soit de la femme, alors là, c'est vraiment le ministère de la ménagère, donc c'est vraiment d'actualité. Et aussi, c'est parce que, je crois que le fait de ne pas accepter qu'on dise la journée de la femme, c'est montrer que ce combat, c'est un combat collectif. On ne se bat pas pour son propre droit. Je ne vais pas, par exemple, samedi prochain, le 5 mars, sur la place à la rue piétonne, pour mes droits à moi. C'est-à-dire que ce sont des luttes collectives. Et quand Clara Zetkin s'est mise debout dans cette grande réunion socialiste, c'était pour dire qu'on voulait le droit des femmes, pour toutes les femmes. Ce sont des luttes collectives. Et non la défense des droits pour une personne, pour une femme, et à qui on offre une femme. Donc c'est une fleur. Donc c'est très important, je crois, de se battre et tout le temps de rappeler aux gens que c'est vraiment la journée internationale des droits des femmes et pas de la femme. D'ailleurs, concrètement, la prochaine loi, celle qui doit être présentée sur le Code du travail, cette rénovation, réforme, destruction, on va dire plutôt du Code du travail. Les femmes sont particulièrement concernées puisque jusqu'à présent, les temps partiels, le minimum par semaine, c'était 24 heures. Et ce temps de 24 heures est remis en question, c'est-à-dire qu'il va être moindre. Et comme 80% des temps partiels sont occupés par des femmes, eh bien on va voir le résultat très rapidement sur les familles, en particulier sur les familles monoparentales en plus, parce qu'elles auront encore la charge de leur famille avec des salaires moindres, des postes de travail à moindre responsabilité, plus précaires, etc. Donc les femmes sont encore les premières qui vont payer les pots cassés. Voilà. Et chaque fois qu'il y a des lois scélérates comme celle-là qui sont prises, les femmes qui sont déjà dans la pauvreté, dans la précarité, le seront encore plus. D'où la nécessité pour les femmes de se mobiliser parce qu'il y a un retour en arrière. Vous vouliez ajouter ? Non, je voulais dire que là, en fait, le but de l'émission, aujourd'hui, notre émission, elle va être consacrée, on a choisi de consacrer cette émission au féminisme, parce que justement, puisque le 8 mars, il est important de lutter pour nos droits et le respect de nos droits, il nous paraissait important que les téléspectateurs et les téléspectatrices sachent ce que c'est que le féminisme. Donc une première des définitions du féminisme, on dit que c'est né au 19e siècle officiellement, mais en fait le féminisme est né depuis que les femmes se sont mis en groupe pour réclamer un traitement égal, ou en tout cas un traitement meilleur. Donc ça veut dire de Hypatie, qui était une astrophysicienne en 370 après Jésus-Christ, en passant par Angela Davis, pour aller jusqu'à Chimamanda Adichie, qui est nigériane maintenant de nos jours. Donc c'est vraiment un combat qui existe depuis toujours. Et qu'est-ce que c'est que le féminisme ? Finalement, c'est pas considérer que les femmes sont meilleures, c'est pas vouloir que les femmes aient le pouvoir, c'est pas ne pas aimer les hommes, c'est juste vouloir qu'on soit traité de façon égale, qu'on ait les mêmes chances, que tous les êtres humains aient les mêmes chances, quel que soit leur sexe. Ça veut dire que voilà. Donc c'est juste ça le féminisme. Et donc là on a des exemples. Vous allez voir, on fait de petites vidéos d'exemples
de femmes qui expliquent ce que c'est que pour elles le féminisme. Et dans une émission tout à l'heure, on entendait dire que les femmes sont allées trop loin, que les féministes sont allées trop loin, que les hommes ont perdu leur place dans le foyer, qu'on n'a plus les bonnes mères qui font les bons plats. Comment vous répondez à ça? Que les féministes sont allées trop loin. Trop loin de quoi? Est-ce que vous... D'abord, trop loin de quoi? Effectivement, ça veut dire qu'en tant que femme, on doit être un individu, une personne qui est toujours en retrait d'un homme qui aurait la place de chef de foyer. Donc c'est ça qu'on remet en question. Et on n'a pas la liberté de choisir sa propre vie, on n'a pas la liberté d'accéder à toutes les activités de la société. C'est incroyable quand même. Je trouve incroyable qu'on dise ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on reproche quand on dit les femmes sont allées trop loin et que les hommes, du coup, ont perdu leur place, je vous ferai remarquer que c'est un discours qu'on retrouve à chaque fois que dans la société, il y a eu un groupe qui a demandé une égalité de traitement. On va commencer par les esclaves, et c'est des textes qu'on trouve beaucoup aux États-Unis, mais je pense qu'il y en a ici aussi. Je suis moins familière avec les textes historiques ici, mais je suis sûre que Gilbert Pagot en a, où il y a encore un truc de... avant, les Noirs, ils savaient où était leur place, et alors maintenant, il y a beaucoup plus de violence, mais c'est des discours qu'on entend encore maintenant. Pareil, quand il y a un accès à la démocratie, tout d'un coup, il y a plus de violence. C'est-à-dire que quand il y a un groupe qui demande une égalité de traitement, il y a toujours un autre groupe, celui qui a perdu un peu de pouvoir, qui vient expliquer qu'avant, c'était tellement plus harmonieux et tellement mieux. Pareil, quand les ouvriers et les ouvrières sont montés au créneau pour demander, c'est pareil, plus de respect, fin des valeurs. C'est des discours qu'on entend de façon récurrente, et en période de crise, que je disais tout à l'heure, où il y a une peur de l'avenir. C'est vrai que la tentation de revenir à un modèle qui peut paraître rassurant pour certains, voire certaines, de maman au foyer et puis papa qui travaille, papa qui détient l'autorité, c'est quelque chose qui est très tentant et qu'on fait le repli sur soi, le repli sur soi et sur le passé. Mais ça, on ne peut pas. Dans l'histoire de l'humanité, ça n'existe pas, de recul en arrière. Alors, on ne fait que progresser. Ce qui est quand même aussi ce recul en arrière, c'est exactement ça. On dit aussi que s'il y a autant de violence, c'est encore la faute des femmes qui travaillent. Et ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, les statistiques disent le contraire. Les enfants des femmes qui réussissent mieux à l'école sont encore les enfants des foyers, des femmes qui travaillent. Et là, on veut nous faire porter la responsabilité des dérives de certains jeunes, de la délinquance. Alors ça, c'est un discours récurrent et qui, au moment de crise, prend le dessus. Alors que c'est l'économie qui fait ça. Il y a une partie des gens qui sont pauvres, nos jeunes, on leur met en permanence sous les yeux le fait que pour être heureux, il faut avoir une grosse moto, il faut avoir et puis ils n'ont pas accès à ça parce qu'il y a une crise économique. Et en même temps, on leur dit en permanence, vous êtes des nuls parce que vous n'avez pas accès vous faites pas ça. Tout à fait. Et je vais te montrer que je ne suis pas un nul, moi je vais aller, puis je vais te prendre ton truc. Enfin, je veux dire, c'est des sociétés qui ne sont pas solidaires, c'est des sociétés... Alors, c'est exactement ça. C'est toujours aussi... Ça n'a rien à voir avec les femmes. C'est très facile de culpabiliser les femmes. Toujours. Et les femmes, ce qu'il faut, et c'est pour ça que nous, à Culture Égalité, nous avons dans notre objectif de rencontrer le plus souvent des groupes de femmes pour amener à cette conscientisation. Parce que les femmes s'emparent de ces discours-là et culpabilisent. C'est-à-dire que si ça marche mal, elles sont responsables de ça. Alors que c'est la société entière qui est responsable. Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement pour ces femmes qui sont dans des foyers modestes, qui ne peuvent pas aider leurs enfants dans des travaux de classe, où il n'y a pas d'espace public pour que les enfants les jeunes puissent s'épanouir. Il y a toute une responsabilité de la société, mais pas du tout. On fait porter aux femmes la responsabilité de ça, et que c'est parce qu'elles travaillent, les femmes travaillent, et elles n'ont plus le temps de faire des bons petits plats, elles n'ont plus le temps d'être la bonne mère au foyer. Vous vouliez dire? Non, mais c'est-à-dire qu'en plus, c'est une contre-vérité historique. C'est-à-dire que les femmes, finalement, pendant tout jusqu'au 19e siècle, les femmes travaillaient. C'est-à-dire que les femmes qui étaient pauvres, parce que les femmes riches ne travaillaient pas, mais les hommes non plus. Mais les femmes pauvres ont toujours travaillé, n'étaient pas là à s'occuper des maisons. Les enfants étaient confiés aux grands-mères, aux grands-parents ou à d'autres femmes du village dont c'était le travail de s'occuper des enfants des autres. Donc les femmes ne travaillaient pas. C'est très récent le fait que les femmes travaillent. Or, on peut dire, donc c'est de lier le principe. Or, au 19e siècle, il y avait moins de délinquance qu'à la fin du 21e, qu'au début du 20e siècle. Dans les années 50, alors que les femmes travaillaient déjà, il y avait déjà des femmes qui travaillaient. Donc il y a une espèce
contre-vérité historique qui me paraît déjà problématique. C'est-à-dire que les femmes travaillaient avant. Au XVIIe siècle, il y avait moins de criminalité qu'au XIXe, et il y avait encore moins de criminalité qu'au XXe. Pourtant, au XVIIe siècle, les femmes travaillaient. Au XVIIIe siècle, les femmes travaillaient. Jusqu'au début du XIXe siècle, les femmes travaillaient. En plus, en Martinique, dans les Antilles, les femmes ont toujours travaillé. Hein, elles ont même beaucoup plus travaillé oui, le taux d'activité des femmes est bon. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ont toujours travaillé pour des bons salaires, elles ont toujours été très exploitées, elles ont toujours été dans une précarité, certaine. Donc, c'est vraiment toujours vouloir absolument faire porter aux femmes la responsabilité de tous les maux de notre société. Et surtout, c'est pas les faire porter aux femmes, je ne suis pas complètement d'accord, c'est faire porter à l'émancipation des femmes. Parce que les femmes, tant qu'elles sont à leur place, tout va bien. C'est dès qu'elles sortent de leur place où là, tout d'un coup, elles deviennent... Pas de leur place, des places qu'on leur a données, qu'on leur a attribuées. Leur place, c'est leur place entre guillemets. C'était leur place entre guillemets. Enfin, je veux dire, il y a 40 ans, les discours de personnes comme Zemmour en France, etc. C'est un discours qui est un discours extrêmement réactionnaire. C'est-à-dire que voilà, revenir à un passé qui n'a jamais existé tel qu'on l'imagine d'abord, et puis en plus, qui est que quand on obtient des droits, quand on sort de cette espèce de vision d'Épinal de la femme dépendante de l'homme, là les problèmes de la société augmentent. Et puis voilà, tous ces hommes imputent aux femmes des problèmes que eux ont par rapport à une société qui est en pleine mutation, en pleine évolution, où ils sont broyés par hommes et femmes, mais les hommes aussi, par la machine économique. Et où, voilà, c'est ça le problème, c'est pas tellement le rapport avec leurs femmes, c'est... En plus, quand tu dis que les statistiques montrent le contraire, ça paraît tellement évident. Je pense que pour un enfant, un garçon ou une fille, c'est beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus stimulant d'avoir des parents qui sont bien dans la société, qui sont actifs dans cette société, même s'ils ont des petits boulots pas chers, mais s'ils sont engagés dans les syndicats, engagés dans la politique, engagés dans les mouvements sociaux, et ben je pense que pour les enfants, au contraire, c'est beaucoup plus... C'est des modèles ce sont des vrais modèles où on leur montre qu'on peut quand même agir, faire des choses, et donc réfléchir, prendre conscience, etc. Donc ça paraît évident que l'activité d'un père, évidemment, et d'une mère, c'est beaucoup plus sain. Oui, ce que tu es en train de dire est vraiment important, parce qu'on se rend compte que ces modèles dont tu parles n'existent presque plus. C'est-à-dire que les femmes, les gens en général ne s'engagent pas. Et quand on regarde, quand on demande par exemple, vous savez que pour faire une grande école, quand on vous prend dans une grande université, une grande école, on vous demande qu'est-ce que vous faites dans une association, est-ce que vous êtes responsable, est-ce que vous êtes engagé. Oui. Et là c'est un véritable problème, parce que les enfants ne s'engagent pas, parce qu'en fait les familles ne sont pas des modèles d'engagement non plus. Et ça aussi c'est... Bon, moi on vous dit oui, vous êtes dans une réunion, les enfants sont tout seuls. C'est vrai qu'ils vous embêtent parce qu'ils sont tout seuls. Moi, je le connais, je suis bien pas placée pour le dire. Mais en fin de compte, ils sont très fiers quand leurs parents sont dans des mouvements sociaux comme ce que vient de dire Sylvie. Et en plus, à côté de ça, il y a l'apport culturel que vous portez aux enfants, parce que vous pouvez discuter avec eux après, et donc vous pouvez leur dire ce qui est en train de se passer, et même pour leur travail scolaire, pour leur réflexion intellectuelle, et la conceptualisation, c'est fondamental, c'est important. Alors que quand vous êtes là et que vous gérez uniquement le quotidien, votre petit bien-être collectif, la petite voiture, avec des visions rétrécies comme ça, c'est pas très enrichissant pour l'enfant. Donc nous disons c'est l'apprentissage des responsabilités aussi. Absolument, l'apprentissage des responsabilités. Et donc c'est pour ça que nous disons aux gens qu'il faut nous rejoindre à Culture Égalité, aux femmes, qu'il faut s'engager dans les syndicats aussi, qu'il faut s'engager même dans l'association, dans le collectif du travail, dans le quartier. Il y a des choses à mener. Et voilà, donc... oui, juste, il faut quand même leur tourne, donc il va falloir qu'il reste du temps pour nos petites vidéos. Mais en gros, juste pour revenir à ça, justement, donc nos vidéos, on va présenter, vous allez voir après, 2 vidéos. Donc l'une qui est une jeune femme, qui est une youtubeuse, qui explique en quoi le féminisme c'est important, parce qu'il y a aussi comme un mouvement qui dit, il y a maintenant des femmes qui s'exhibent en disant moi j'ai pas besoin du féminisme, ah non, féministe surtout pas. Donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue d'une très jeune fille. Et puis par ailleurs, une autre chose, c'est sur les inégalités dans le travail, quand même, des inégalités qui perdurent. Ça veut dire que vous
qui nous regardez, votre fille et votre fils, à compétences égales, il faut que vous sachiez qu'ils n'auront pas le même salaire et que ça, c'est un vrai, à mon avis, c'est un combat que nous, on essaie de mener de façon quotidienne, mais qui est un combat qui me paraît, moi, fondamental, d'obtenir cette vraie égalité de salaire. Donc ça, on va voir ça dans la vidéo, il y a des explications et des pistes de réflexion. Oui, puis j'insiste pour dire que nous ne sommes pas, tout à l'heure j'ai entendu qu'on veut prendre la place des hommes, mais absolument pas, parce que ce qui est important pour nous, c'est que nous soyons dans une société de justice sociale, de justice tout simplement, et que les gens soient dans un certain bien-être, que toutes les femmes qui nous regardent d'ailleurs, elles savent ce qu'elles endurent, ce qu'on appelle l'oppression des femmes dans le foyer. Vous retournez du travail, vous avez tout à assumer, la machine à laver, le linge à faire, les couches des enfants, l'enfant à aller prendre. Moi, hier, j'ai remarqué une femme en stop. Mais quand c'est inimaginable la précarité dans laquelle cette femme vit. Elle me dit, madame, je divise tout. La bouteille de savon, de lessive, je partage en 10. Les enfants ont droit à 1 litre de lait, pas plus que ça. Il y a une précarité, une misère, une pauvreté, et c'est un maximum de femmes. Cette femme a 3 enfants, elle vit seule en HLM, elle paie ce qu'il faut payer. Et donc, on n'est pas conscient, les gens ne s'imaginent pas ça. Et quand vous regardez madame, on vous dit, bon, c'est une dame bien élégante, bien habillée, comme nous savons le faire dans nos pays et dans d'autres pays. Donc, ça part pas à Sophie Jimoun, comme on dit en créole. Donc, il y a un travail à mener. Nous disons aussi à ces femmes qui sont dans ces métiers de précarité, dans ces situations difficiles, de venir d'ailleurs nous rejoindre. Le samedi, nous avons une manifestation dans le cadre du 8 mars, le samedi 5 mars, sur la place de l'enregistrement, c'est-à-dire qui est derrière l'ancien tribunal, à la rue piétonne, pour qu'on puisse dire ensemble, faire entendre nos voix sur la question des femmes. Alors venez vraiment le 5 mars. Nous avons aussi le documentaire que nous avons fait sur Suzanne Roussy-Césaire, qui va tourner en boucle au Centre Carmine d'Arcière. Donc c'est l'occasion jamais de voir ce documentaire de 9h à 13h. Il va tourner, il dure 40 minutes. Donc faisons de cette journée, de cette matinée du 5 mars de 9h à 13h, une grande journée de lutte des droits des femmes, avec tous ceux et toutes celles qui ont envie de se rencontrer dans une grande sororité, dans une grande joie aussi de lutte et de solidarité. Donc n'hésitez pas. Et puis nous parler aussi, nous rencontrer, discuter. On peut voilà. Discuter. Oui. Donc nous disons encore que nous avons une page Facebook pour ceux et celles qui vont sur Facebook, c'est Culture Égalité, et donc n'hésitez pas à nous envoyer un mot, à nous dire quelque chose, et puis bon, vous pouvez nous rencontrer, vous nous connaissez, voilà. Donc nous allons, Géraldine, on a fait un petit montage très rapide. Donc le premier montage, c'est une vidéo d'une youtubeuse qui explique en quoi le féminisme est utile, et que être féministe, c'est quand même quelque chose de pas mal du tout quand on est une femme. C'est surtout des femmes qui témoignent de leur féminisme, la première vidéo. La première vidéo, c'est une femme qui témoigne de son féminisme, et puis la deuxième, c'est une vidéo qui explique pourquoi il y a des disparités au travail, sur quoi de salaire, et qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyenne pour combattre ces disparités de salaire et pas soi-même être victime de ça. Et puis il y a aussi une vidéo qui montre plusieurs femmes du monde qui témoignent de leur féminisme. Absolument, voilà. Oui, j'avais oublié celle-là, voilà. Une vidéo qui parle de plusieurs femmes du Nord au Sud, absolument. Du Nord au Sud, de ce que c'est qu'être féministe, absolument, j'avais oublié celle-là. Oui. Et ça, c'est un vrai régal de voir ces femmes. Voilà. Et puis nous allons terminer par, d'ailleurs nous la saluons aujourd'hui, puisqu'elle a perdu son fils, c'est Queen Shiba, c'est Rosie Varas, dont le fils est mort ce matin, et nous allons passer une vidéo d'elle quand elle était jeune, Rosie Varas, qui va nous chanter « Femme faite pour respecter ». Donc on va se terminer, nous lui adressons toute notre affection, qui a manifesté aussi avec nous dans des grands moments de solidarité. Voilà, donc bon 8 mars à tout le monde. Oui. N'hésitez pas à... Alors il faut aussi dire que nous sommes sollicités dans beaucoup d'établissements scolaires, dans des bibliothèques, pour animer
des débats autour justement autour du film, du documentaire de Suzanne Roussy-Césaire. Nous avons à peu près 13 animations prévues. Alors il faut prendre de bonnes vitamines, les filles. Nous avons du boulot. Et puis aussi sur l'hypersexualisation et aussi sur le film We Want Sex Equality. Voilà. Donc nous sommes au travail. La lutte et la solidarité dans la lutte. Voilà. Nous avons très drôle, hein, ceci étant dit. Alors aussi. nous avons fait de ce 8 mars, de ce mois de mars, le mois du 8 mars. Pour nous, c'est pas la journée, mais le mois du 8 mars. Et n'hésitez pas à nous interpeller si vous avez envie que dans votre comité d'entreprise, dans votre quartier, que vous avez envie de débat sur l'hypersexualisation, les droits des femmes, l'éducation des enfants non sexistes, faire passer le petit film, le documentaire sur Suzanne Roussy-Césaire ou même ce film We Want Sex Equality. N'hésitez pas à nous contacter par Zouk TV, vous appelez Zouk TV et puis qui va nous transmettre le message. Il faut absolument que vous soyez les personnes qui animent les quartiers. C'est important qu'on aille partout discuter avec les gens et c'est vraiment une joie pour nous de venir en proximité avec tout le monde. Et ces documentaires qu'on vous propose sont d'excellents supports de discussion. Alors à très bientôt et puis nous allons passer ces petites vidéos. Donc nous vous attendons bien entendu samedi 7 mars sur la place de l'enregistrement à la rue Piétonne. Merci et à bientôt. À bientôt. Je suis née à Madia, en Tunisie. Je suis camerounaise. Je suis d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Je viens de France. Je viens d'Antananarive, de Madagascar. Je viens de Gatineau et j'habite à Genève. J'ai vécu 20 ans en Iran. Je viens d'une ville du nord de la Jordanie qui s'appelle Irbid. Je suis sénégalaise. Je viens de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je viens d'Algérie, de Mostaganem. Je suis de la Mauritanie. J'habite à Nouakchott. Quand on dit féminisme, les hommes, du coup, il y a un certain braquage. Il dit, elle veut nous remplacer, elle veut prendre notre place. En fait, elle veut nous mettre de côté. Être féministe, c'est être intéressé et engagé pour plaider la cause des femmes. C'est être une personne qui cherche que tout le monde soit jugé en tant que personne, pas en tant que vagin ou pénis. Être soucieuse de leurs maux, de leurs souffrances, de leur insuffisance, que ce soit culturelle, sociale ou économique. Être là à leur côté. C'est juste faire en sorte qu'il n'y ait plus d'inégalité entre les hommes et les femmes. C'est ne pas avoir des sujets tabous. Je pense que ça peut être si simple et si compliqué que ça. Ça n'existe pas. En fait, je ne trouve pas une femme en Iran ni en Afghanistan qui se considère féministe. Moi, je ne considère pas qu'il y ait un mouvement féministe en Algérie. Je considère qu'il y a des tentatives. Pour nous, être féministe, c'est s'engager pour les droits de la femme. C'est tout. Je n'ai pas l'impression que ça fasse écho, que tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que ce n'est pas une question publique, ce n'est pas un débat social, ce n'est pas... C'est beaucoup plus les batailles pour l'accès à l'éducation des filles, pour les femmes dans la sphère décisionnelle. Être féministe en Côte d'Ivoire, d'abord, c'est pas évident. Être féministe à Madagascar, c'est choisir la subversion parce que le mot fait peur. Le féminisme est reconnu comme quelque chose de fort, quelque chose de violent. Aujourd'hui, on n'est pas accepté du coup. C'est péjoratif, voilà. Mais il faut assumer. Et le concept de genre passe plus.
en Côte d'Ivoire que le mot féminisme. Mais je pense que c'est une recherche d'égalité et de justice, l'idée de justice, que ça soit juste. Malheureusement, il y a quelque chose qui est encore... qui ne contribue pas à aller au-delà, c'est que c'est une société qui est basée sur la... c'est que la religion, elle est très présente. C'est chercher à chaque fois dans tous les problèmes que connaît le pays, les femmes ou la société en général, quelle est la part qui revient aux inégalités entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que la laïcité, elle n'est pas instaurée. Comment peut-on aller sur un terrain pareil, qui est pour moi un terrain mineux, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau ou d'autres formes alternatives? Il y en a, c'est encore timide. Le premier comportement en tant que féministe à avoir, c'est d'être vigilant dans la sphère privée, dans la vie quotidienne, par rapport à tous les comportements qui pourraient engendrer des inégalités. Je pense que c'est l'incorporation de principes féministes dans sa vie quotidienne, donc dans ses pratiques, dans ses relations aux autres. Maintenant, il y a l'émergence des jeunes féministes qui prennent de la place. Je pense qu'on doit commencer avec les jeunes. On doit faire en sorte qu'elles sachent déjà ce qu'il y a à savoir très tôt et qu'elles puissent vivre une vie égale, quoi. Oui. Les femmes féministes, elles n'osent pas de se nommer féministes. Et maintenant, quand même, les gens acceptent. Et maintenant, même les hommes, ils disent que c'est grâce à vous que maintenant le pays est développé. Nous, peut-être, on peut en le mettre dans la catégorie de féministes, alors qu'eux ne l'acceptent pas. Depuis la fin de la crise en Côte d'Ivoire, depuis 2010, c'est un peu plus difficile. Les femmes ont peur de s'exprimer. On ne parle plus vraiment de droits des femmes, on ne parle plus vraiment de la place des femmes, parce qu'on a été un peu traumatisés par tout ce qui s'est passé. Mais bon, on est en train de remonter, tout doucement. La plupart des gens essayent de ridiculiser le débat autour des questions féministes et surtout de remettre toujours, redire cette phrase qui dit « Vous savez, c'est pas la priorité, il y a d'autres priorités pour l'instant ». Sauf que les féministes tiennent à dire « Non, c'est la priorité depuis très longtemps et ça sera toujours ». Dès qu'on est là à côté des femmes ou qu'on s'intéresse à leurs problèmes, on vous taxe des féministes. Et nous, ça nous enchante d'être féministes. Aussi. Et puis il faut vraiment arrêter de penser qu'être féministe c'est l'antithèse d'être féminine. Moi par exemple, je me maquille, j'aime être à la mode, j'adore regarder des chaînes de beauté sur YouTube, je suis dingue de magazines et ça ne m'empêche pas de plus en plus de me sentir féministe. Pour ceux et celles qui se demandent donc qu'est-ce que le féminisme, je vais vous lire la définition que vous pouvez trouver sur Wikipédia. Le féminisme est un ensemble d'idées politiques, philosophiques et sociales cherchant à définir, promouvoir et établir les droits des femmes dans la société civile et dans la sphère privée. Il s'incarne dans des organisations dont les objectifs sont d'abolir les inégalités sociales, politiques, juridiques, économiques et culturelles dont les femmes sont victimes. Voici donc une liste non exhaustive de ce que le féminisme nous a apporté. Grâce au féminisme, les femmes sont éligibles et possèdent le droit de vote depuis 1944. Grâce au féminisme, les femmes ont un accès libre à la contraception. Grâce au féminisme, nous avons le droit de disposer de notre corps comme bon nous semble et nous pouvons avoir recours à une interruption volontaire de grossesse si nécessaire, qui est d'ailleurs remboursée par la sécurité sociale. Grâce au féminisme, une femme a le droit de travailler sans l'autorisation de son mari. Grâce au féminisme, la mixité est obligatoire et les femmes peuvent accéder à de prestigieuses écoles telles que l'école polytechnique qui les accueille depuis 1972. Grâce au féminisme, le principe de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes a été reconnu en 1983. Grâce au féminisme, une femme a le droit de disposer de son argent comme bon lui semble sans l'autorisation de son mari. Grâce au féminisme, une mère a autant d'autorité sur ses enfants que le père. Grâce au féminisme, les femmes peuvent accéder à de hautes responsabilités et recevoir de prestigieuses distinctions. PDG d'entreprise, membre de l'Académie française, prix Nobel. Grâce au féminisme, des lois relatives aux violences faites spécifiquement aux femmes ont été promulguées. Voilà. Vous voyez ? Des exemples, il y en a des dizaines. Et imaginez un peu ce que votre vie serait à l'heure actuelle sans tout ça. C'est justement parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour ça qu'aujourd'hui vous pouvez disposer de votre corps, vous habiller comme vous voulez et j'en passe. Posez la question à vos mères, vos grands-mères. Est-ce qu'elles ont brûlé leur soutien-gorge à l'époque ? C'est grâce à elles et à plein d'autres gens qu'aujourd'hui vous êtes considérés par la loi comme l'égal de l'homme.
Après, peut-être que vous qui regardez ma vidéo, vous vous dites « Valérie, c'est bien joli ce que tu nous dis là, mais on n'a plus besoin du féminisme aujourd'hui. » Eh ben si. Il y a tellement de choses qui restent à faire encore en termes d'inégalité homme-femme. Le fait que malgré la loi, les femmes aient toujours un plafond de verre au-dessus de leur tête qui les empêche d'accéder aux plus hautes responsabilités, comme PDG d'une grande entreprise par exemple. Le fait qu'aujourd'hui, à compétences et travail égal, une femme gagne en moyenne 27% de moins qu'un homme. Le fait qu'aujourd'hui encore, beaucoup de chemin reste à parcourir sur la législation concernant le harcèlement sexuel. Le fait qu'aujourd'hui encore, on accuse trop souvent les femmes violées de l'avoir cherché, par une attitude aguicheuse, une robe d'été ou encore une jupe trop courte. Le fait qu'aujourd'hui encore, certaines personnes ne supportent pas que les femmes aient accès à de hautes responsabilités et les attaquent à l'aide d'insultes sexistes et misogynes. Et enfin, le fait est qu'aujourd'hui, certaines personnes veulent faire reculer ces libertés et ces droits qui ont été acquis à cause de leurs idées politiques ou religieuses. Et donc vous voyez, le féminisme n'est pas un gros mot, ce n'est pas une abomination, c'est une conscience, un état d'esprit qu'il faut encourager chez les hommes, chez les femmes, parce qu'au final, ce sera bénéfique pour tout le monde. So I would like to start by telling you about one of my greatest friends, Okoloma Madwewesi. Okoloma lived on my street and looked after me like a big brother. If I liked a boy, I would ask Okoloma's opinion. Okoloma died in the notorious Sosoliso plane crash in Nigeria in December of 2005, almost exactly 7 years ago. Okoloma was the person I could argue with, laugh with, and truly talk to. He was also the first person to call me a feminist. I was about 14. We were in his house, arguing, both of us bristling with half-baked knowledge from books that we had read. I don't remember what this particular argument was about. But I remember that as I argued and argued, Okoloma looked at me and said, "You know, you're a feminist." It was not a compliment. I could tell from his tone, the same tone that you would use to say something like, "You're a supporter of terrorism." I did not know exactly what this word feminist meant, and I did not want Okoloma to know that I did not know. So I brushed it aside and I continued to argue. And the first thing I planned to do when I got home was to look up the word feminist in the dictionary. Now, fast forward to some years later. I wrote a novel about a man who, among other things, beats his wife and whose story doesn't end very well. While I was promoting the novel in Nigeria, a journalist, a nice, well-meaning man, told me he wanted to advise me. And for the Nigerians here, I'm sure we're all familiar with how quick our people are to give unsolicited advice. He told me that people were saying that my novel was feminist, and his advice to me, and he was shaking his head sadly as he spoke, was that I should never call myself a feminist because feminists are women who are unhappy because they cannot find husbands. So I decided to call myself a happy feminist. Then an academic, a Nigerian woman, told me that feminism was not our culture, that feminism was an African, and that I was calling myself a feminist because I had been corrupted by Western books. Which amused me because a lot of my early reading was decidedly unfeminist. I think I must have read every single Milton Boone romance published before I was 16. And each time I try to read those books called the feminist classics, I get bored, and I really struggle to finish them. But anyway, since feminism was un-African, I decided I would now call myself a happy African feminist. At some point, I was a happy African feminist who does not hate men and who likes lip gloss and who wears high heels for herself but not for men. Of course, a lot of this was tongue-in-cheek, but that word feminist is so heavy with baggage, negative baggage. You hate men, you hate bras, you hate African culture, that sort of thing. Now, here's a story from my childhood. When I was in primary school, my teacher said at the beginning of term that she would give the class a test, and whoever got the highest score would be the class monitor. Now, class monitor was a big deal. If you were a class monitor, you got to write down the names of noisemakers, which was heady enough power on its own. But my teacher would also give you a cane to hold in your hand while you walked around and patrolled the class for noisemakers. Now, of course, you were not actually allowed to use the cane. But it was an exciting prospect for the 9-year-old me,
I very much wanted to be the class monitor, and I got the highest score on the test. Then, to my surprise, my teacher said that the monitor had to be a boy. She had forgotten to make that clear earlier because she assumed it was obvious. A boy had the second highest score on the test, and he would be monitor. Now, what was even more interesting about this is that the boy was a sweet, gentle soul who had no interest in patrolling the class with a cane, while I was full of ambition to do so. But I was female, and he was male, and so he became the class monitor. And I've never forgotten that incident. I often make the mistake of thinking that something that is obvious to me is just as obvious to everyone else. Now, take my dear friend Louis, for example. Louis is a brilliant progressive man, and we would have conversations, and he would tell me, I don't know what you mean by things being different or harder for women. Maybe in the past, but not now. And I didn't understand how Louis could not see what seemed so self-evident. Then one evening in Lagos, Louis and I went out with friends. And for people here who are familiar with Lagos, there's that wonderful Lagos fixture, the sprinkling of energetic men who hang around outside establishments and very dramatically help you park your car. I was impressed with the particular theatrics of the man who found us a parking spot that evening. And so as we were leaving, I decided to give him a tip. I opened my bag, put my hand inside my bag, brought out my money that I had earned from doing my work, and I gave it to the man. And he, this man who was very grateful and very happy, took the money from me, looked across at Louis, and said, "Thank you, sir." Louis looked at me, surprised, and asked, "Why is he thanking me? I didn't give him the money." Then I saw realization dawn on Louis's face. The man believed that whatever money I had ultimately come from Louis, because Louis is a man. Now, men and women are different. We have different hormones, we have different sexual organs, we have different biological abilities. Women can have babies, men can't. At least not yet. Men have testosterone and are, in general, physically stronger than women. There's slightly more women than men in the world. About 52% of the world's population is female. But most of the positions of power and prestige are occupied by men. The late Kenyan Nobel Peace Laureate Wangari Maathai put it simply and well when she said, "The higher you go, the fewer women there are." In the recent US elections, we kept hearing of the Lilly Ledbetter Law. And if we go beyond the nicely alliterative name of that law, it was really about a man and a woman doing the same job, being equally qualified, and the man being paid more because he's a man. So in a literal way, men rule the world. And this made sense 1,000 years ago. Because human beings lived then in a world in which physical strength was the most important attribute for survival. The physically stronger person was more likely to lead. And men in general are physically stronger. Of course, there are many exceptions. But today we live in a vastly different world. The person more likely to lead is not the physically stronger person. It is the more creative person, the more intelligent person, the more innovative person. And there are no hormones for those attributes. A man is as likely as a woman to be intelligent, to be creative, to be innovative. We have evolved, but it seems to me that our ideas of gender have not evolved. Some weeks ago, I walked into the lobby of one of the best Nigerian hotels. I thought about naming the hotel, but I thought I probably shouldn't. And a guard at the entrance stopped me and asked me annoying questions. Because the automatic assumption is that a Nigerian female walking into a hotel alone is a sex worker. And by the way, why do these hotels focus on the ostensible supply rather than the demand for sex workers? In Lagos, I cannot go alone into many reputable bars and clubs. They just don't let you in if you're a woman alone. You have to be accompanied by a man. Each time I walk into a Nigerian restaurant with a man, the waiter greets the man and ignores me. The waiters are products
And there's some women who are like, yes, I thought that. The waiters are products of a society that has taught them that men are more important than women. And I know the waiters don't intend any harm, but it is one thing to know intellectually and quite another to feel it emotionally. Each time they ignore me, I feel invisible. I feel upset. I want to tell them that I am just as human as the man, that I am just as worthy of acknowledgement. These are little things, but sometimes it's the little things that sting the most. Now, not long ago, I wrote an article about what it means to be young and female in Lagos, and an acquaintance told me, it was so angry. Of course it was angry. I am angry. Gender as it functions today is a grave injustice. We should all be angry. Anger has a long history of bringing about positive change. But in addition to being angry, I'm also hopeful. Because I believe deeply in the ability of human beings to make and remake themselves for the better. Gender matters everywhere in the world, but I want to focus on Nigeria and on Africa in general, because it is where I know and because it is where my heart is. And I would like today to ask that we begin to dream about and plan for a different world, a fairer world. A world of happier men and happier women who are truer to themselves. And this is how to start. We must raise our daughters differently. We must also raise our sons differently. We do a great disservice to boys in how we raise them. We stifle the humanity of boys. We define masculinity in a very narrow way. Masculinity becomes this hard, small cage, and we put boys inside the cage. We teach boys to be afraid of fear. We teach boys to be afraid of weakness, of vulnerability. We teach them to mask their true selves because they have to be, in Nigeria speak, hard man. In secondary school, a boy and a girl, both of them teenagers, both of them with the same amount of pocket money, would go out and that the boy would be expected always to pay to prove his masculinity. And yet we wonder why boys are more likely to steal money from their parents. What if both boys and girls were raised not to link masculinity with money? What if the attitude was not the boy has to pay, but rather whoever has more should pay? Now, of course, because of the historical advantage, it is mostly men who will have more today. But if we start raising children differently, then in 50 years, in 100 years, boys will no longer have the pressure of having to prove this masculinity. But by far the worst thing we do to males, by making them feel that they have to be hard, is that we leave them with very fragile egos. The more hard man a man feels compelled to be, the weaker his ego is. And then we do a much greater disservice to girls because we raise them to cater to the fragile egos of men. We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man. If you are the breadwinner in your relationship with a man, you have to pretend that you're not, especially in public. Otherwise, you will emasculate him. But what if we question the premise itself? Why should a woman's success be a threat to a man? What if we decide to simply dispose of that word? And I don't think there's an English word I dislike more than emasculation. A Nigerian acquaintance once asked me if I was worried that men would be intimidated by me. I was not worried at all. In fact, it had not occurred to me to be worried because a man who will be intimidated by me is exactly the kind of man I would have no interest in. Et on commence par un quiz sur l'une des questions fondamentales de l'expérience humaine. Quelle est la différence entre un homme et une femme? Alors non, ce ne sont pas les poils aux jambes. Non, ce n'est pas la rudesse des hommes et la grande sensibilité des femmes. Ce n'est pas non plus le fait que les filles jouent avec des poupées blondes synthétiques quand elles sont petites et que les garçons s'amusent avec des voitures puisqu'on connaît, en voilà une, des camionneuses de grand talent.
Enfin, ce ne sont pas non plus les régimes amaigrissants d'avant l'été qui différencient les hommes des femmes, puisqu'aujourd'hui tout le monde s'y met. Non, en fait, la différence tient en un chiffre, 25%. En France, en 2012, les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes. Comment ça s'explique? La principale raison, c'est que les femmes travaillent moins. Attention, entendons-nous bien, c'est le cas parce que trop souvent, on ne leur propose, pour ne pas dire impose, que des emplois à temps partiel. Pensons aux caissières de supermarché. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont envie de travailler 20 heures par semaine, 6 jours sur 7, un peu le matin, rien l'après-midi et le lendemain pareil, mais à des horaires différents? L'une des raisons de ce temps partiel imposé aux femmes, c'est qu'au début des années 90, les entreprises qui embauchaient des salariés à temps partiel recevaient des aides de l'État. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude, notamment dans le commerce et l'industrie agroalimentaire, parce que des petits contrats de travail, c'est plus flexible pour l'employeur. Autre explication, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes parce qu'elles travaillent majoritairement dans des secteurs où les salaires sont plus faibles, comme le social, les services à domicile ou la grande distribution. Enfin, la dernière explication est, comment dire, toute crue, il s'agit ni plus ni moins que de discrimination. À poste, temps de travail et responsabilité égales, les femmes gagnent souvent moins que les hommes. Alors on n'est pas là pour faire le procès de la moitié de l'espèce contre l'autre, mais pour essayer de changer les choses. Quelques mesures simples permettraient de changer la donne. C'est le cas par exemple avec les primes de présence en vigueur dans de nombreuses entreprises. Elles sont accordées chaque année aux salariés qui n'ont pas été absents. Alors forcément, comme ce sont plutôt les mères que les pères qui s'occupent des enfants malades et qui prennent des temps partiels pour s'occuper de leurs enfants même quand ils ne sont pas malades, eh bien les femmes sont en général privées de primes. Même chose avec les promotions. Un grand nombre de dirigeants considèrent qu'un cadre ne doit jamais être absent. Du coup, plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes qui, c'est tout à fait incroyable, sont parfois absentes parce qu'elles sont enceintes. Comme si s'arrêter 4 mois pour cette raison changeait quoi que ce soit à la capacité de diriger et d'animer une équipe. Mais revenons aux petites choses qui pourraient changer la donne. En programmant les réunions uniquement avant 18 h, on permettrait aux femmes d'y participer plus facilement. Et notons que la mesure bénéficierait aussi aux hommes qui pourraient du coup, par exemple, participer à la réussite de leurs enfants ou de leur vie de couple. Du côté des pouvoirs publics, on ne peut pas dire les lois pour promouvoir l'égalité professionnelle ou la parité existent. La première date de 1972. Sauf que les sanctions pour non-respect de la loi ne sont jamais appliquées, en général à la demande des patrons, qui ont en effet toujours une bonne raison. Donc, pas forcément nécessaire de proposer une nouvelle loi. En revanche, ce serait pas mal d'éviter de faire passer des mesures qui aggravent la situation des femmes. C'est le cas de la réforme des retraites de 2010, qui impose aux gens qui ont des carrières incomplètes, c'est-à-dire avec des périodes d'interruption, de partir non plus à 65 mais à 67 ans. Or, qui s'arrête pour élever les enfants? Les femmes, qui se retrouvent à devoir du coup attendre 2 ans de plus pour une retraite souvent modeste. Et pour finir, le dernier lieu où l'on peut franchement instaurer l'égalité homme-femme, c'est la maison. Si on partage les courses, la vaisselle, le ménage, les devoirs des enfants, la grippe et même la varicelle, alors chacun peut mener plus facilement la carrière qu'il ou elle a envie de mener.
c'est du bout. Femme, 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 pour combattre tout le coup. Femme, 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 femme. Le doute et le désespoir envahissent nos mémoires. On ne peut plus être docile, nous sommes si sensibles. On ne veut plus être complices de tous vos vices. Oh non. Ni des femmes qui bien grosses, ni d'autres qui bien plus molles. Nous-mêmes là, c'est que